Alors, merci de l'invitation, puis salutations au maire, Benoît Bourassa. J'ai un fils qui s'appelle Benoît, là. Alors, venir ici, là, c'est vraiment une surprise pour moi parce que j'ai eu l'invitation. Comme j'avais dit à Madeleine hier, je l'ai accepté parce que je suis pris un peu dans un tourbillon depuis deux ans à cause que j'ai réalisé une œuvre monumentale à Val-David dans un centre d'alimentation. Je vais vous la présenter tantôt, là. Ça a fait un peu le tour du Québec, puis Télé-Québec va faire une heure là, à l'automne. Là. Tantôt, je vais vous présenter un 10 minutes. Mais j'ai été pris un peu par l'aspect social et communautaire de cette réalisation-là. Mais avant de parler de deux sujets, l'économie et la culture, c'est quelque chose que je connais assez bien. Je vais vous parler autour de mon jardin, c'est l'œuvre du centre d'alimentation de Val-David. Il y aura un DVD. Puis je vais terminer par les jardins du Précambrien que j'ai créés il y a 16 ans. Là, j'ai des dépliants pour vous. Là. J'ai de la programmation 2011 qui ouvre le 16 juillet. On terminera sur ça. Alors, je vais commencer un peu par me présenter. J'avais préparé un diaporama, mais je pense qu'on va s'en tenir à la parole et au visuel du centre d'alimentation. Alors, je suis un artiste multidisciplinaire, puis je considère que l'art, pour moi, c'est un processus de développement. L'art, dans son produit, c'est sûr que j'ai toujours vécu de mon œuvre. Je suis un des rares au Québec, mais j'ai travaillé énormément pour ça, là, ce qui fait que le processus m'a toujours plus intéressé que le résultat de l'œuvre. Ça explique beaucoup d'œuvres monumentales que j'ai faites où le processus m'a modifié. Alors moi, très jeune, je vais vous résumer là, un peu mon cheminement, comment on devient un artiste. Je ne suis pas un artiste de la formation institutionnelle. Il n'y a aucune université du Québec qui a mis la patte sur moi. Je ne suis pas la création d'une institution. Alors, j'ai été élevé sur le bord du fleuve. Puis pourquoi je suis devenu un artiste, beaucoup de gens me le demandent, je ne sais pas. Je pense que j'ai toujours été. Curieusement, j'ai toujours été. Et c'est le paysage, le fleuve, où j'ai vu passer des bateaux pendant toute mon enfance. Puis, je ne suis pas quelqu'un de l'arrière-pays. On pourra en parler tantôt de Saint-Camille, parce que vous êtes un peu loin du fleuve, mais quand on habite près du fleuve, on a toujours le goût de partir. Alors, c'était que j'avais une chaloupe, puis on voyait passer des bateaux, je parle des années 50, alors, des bateaux qui venaient de différents pays. Des fois, au coin de ma rue, il y avait un phare, et les bateaux accostaient, ils venaient acheter des provisions au village de la Longue Pointe, et qui n'est pas loin, dans le fond, on n'est pas en Gaspésie, là. On est vraiment en banlieue de Montréal, mais dans le temps, c'était séparé de Montréal. Et là, le rapport au fleuve, c'est un rapport à l'étranger. Parce que les gens venaient acheter des provisions au village et on ne comprenait pas leur langue. Mais moi, je me disais, un jour, je vais embarquer sur le bateau puis je vais partir. J'ai vraiment le désir de partir et le rapport à l'eau. Et un jour, je suis parti, très jeune, et j'ai été séjourné au Mexique. Mais vraiment comme une espèce d'accident, comme il y avait une grande mythologie dans mon enfance, c'était Paul Gauguin. Je rêvais d'aller à Tahiti, j'avais lu des livres. Tahiti, imaginez pour tout de suite après l'adolescence, là, les mœurs à Tahiti, le soleil, les palmiers, c'est le paradis, là. Alors disons que je rêvais du paradis. C'était ça. Alors, étant d'un milieu ouvrier, très pauvre, l'Europe, c'est pas que l'Europe ne m'a pas intéressé, mais je ne suis pas un retour de Paris comme artiste. La génération de l'élite québécoise allait faire sa culture en Europe. Alors moi, par un accident de parcours, j'ai eu ma formation au Mexique. Ce qui fait que ça m'a un peu mis dans l'exil, je le disais à Madeleine hier, je suis un artiste un peu à part, qui a développé une appartenance à l'Amérique. Et vous allez voir tantôt, les jardins du Précambrien, c'est un symposium international qu'on fait. C'est ça uniquement sur les Amériques. Il y a tellement à faire avec les Amériques. On laisse les autres pays à d'autres. Là. Nous, on couvre l'ensemble d'Amérique.
Mais le rapport au Mexique, pour moi, c'était une formation. Quand j'arrive là, je m'inscris à l'université, je m'inscris à l'École des beaux-arts. Et c'est à la découverte, vous allez voir dans le texte que j'en parle un peu, là, je ne vais pas le lire, ce texte-là, mais je découvre mon ignorance. Comme j'avais dit à Gaston Miron, il n'y a rien de plus humiliant à l'étranger que de se rendre compte qu'on est innocent et ignorant. Ignorant, c'était les questions de mes professeurs en disaient, mais d'où tu viens? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et je n'avais aucune réponse. Parce que comme je parlais en français, il me disait, ben, tout le monde m'associait à l'École des beaux-arts, l'École Esmeralda à Mexico, à un Français, et je n'étais pas français. Alors, moi, par détournement d'informations, je leur dis, je suis du Nord. Je pense qu'il y avait comme une solution où j'avais des informations sur le Nord, parce que je connaissais l'hiver pour l'avoir vécu. Depuis, on est arrivé ici en 1630, alors je trouve qu'il y a beaucoup d'hiver dans notre génétique nordique qui fait qu'on a une appartenance au continent. Et là, je leur disais qu'il y avait des Inuits. Hein. Je n'avais jamais été chez les Inuits. Je leur montrais les gravures Inuits. L'art Inuit m'a énormément influencé, l'art mexicain. Et le rapport au Nord-Sud, c'était vraiment très, très clair pour moi. Et l'art précolombien, là, ce qu'on connaît, les Aztèques, les Toltecs, ça a imprégné vraiment ma formation. Et là, quand je suis revenu, je me suis retrouvé un peu en exil à Montréal, parce que tous ceux qui avaient des références avec l'Europe, je ne dis pas que je n'avais pas, je lisais des livres de la littérature française, mais je n'avais pas de rapport incarné. Et quand je voyais des gens à Montréal se tenir dans les cafés, vivre l'existentialisme, habillé en noir, je ne comprenais pas ça. On n'avait pas vécu la guerre, on importait quelque chose. C'est sûr qu'on lisait Jean-Paul Sartre, puis tout ce qui était de l'après-guerre. Puis on le vivait un peu comme une grande noirceur, et il y avait un sentiment anti-américain. Et moi, je n'ai jamais été anti-américain. Je vais vous le dire pourquoi, parce que dans le milieu du peuple québécois, je ne parle pas de l'élite, on était obligé de s'enraciner dans le territoire. Non seulement on s'est enraciné, c'est parce que l'élite est partie, ou elle a toujours voulu partir. Jusque dans les années 60, si vous n'alliez pas à Paris, vous n'aviez pas de culture. Vous vous souvenez, là, c'est pas de l'âge des gens, comment on nous imposait l'accent parisien. Et moi, quand je regardais mon père et mon grand-père et mon arrière-grand-père, je ne pouvais pas supporter qu'on dise de ces gens-là qu'il n'y avait pas de culture. Non seulement il y avait une culture, mais il avait survécu à ce territoire-là, il l'avait aménagé, et il l'avait aménagé en complicité aussi, peut-être sans trop le savoir, avec les cultures amérindiennes. Et moi, le monde amérindien, il m'apparaît beaucoup au Mexique, parce que c'est un pays métissé, c'est un pays qui est moitié indien, où la nourriture et le folklore est très indien. Vous avez vu des grands muralistes. Alors, ce qui fait que le monde amérindien, chez moi, ça n'arrive pas à la crise d'Oka. Ça fait partie intégrante de ma réflexion et de mon œuvre de l'appartenance à l'Amérique. Alors, très tôt, je me disais, je suis continentaliste. Puis quand j'ai exposé dans des galeries des années 60, continentaliste. Ben, je suis continentaliste, c'est ça. Alors, il me semble qu'on a fait du chemin parce qu'on peut dire aujourd'hui, je suis européen. Continentaliste de l'Amérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frontières, pour moi, du Québec, du Canada, des États-Unis, du Mexique ou de l'Amérique latine, sont des créations de la colonisation. Et que je suis aussi chez moi au Mexique, qu'au Costa Rica, qu'au Venezuela, intérieurement, culturellement, je sais qu'il y a des différences profondes, mais il reste que j'appartiens. Et quand je reçois des gens, des symposiums internationaux que je réalise, qu'on soit bolivien ou péruvien ou brésilien ou mexicain ou québécois ou canadien, j'ai remarqué une chose. On a tous une identité commune qui fait, notre appartenance à l'Amérique a fait de nous
des gens qui ont été colonisés. Pas en mal, là. La colonisation a laissé énormément de richesses. On s'est décolonisé, dans le cas de certains pays violemment. Le Mexique, c'est une révolution de décolonisation. Et on a des rapports au monde amérindien non solutionnés. Dans notre cas. Dans d'autres cas, ou dans certains pays, là, on a intégré, ou ici on a compartimenté, peut-être pas le monde francophone, mais les lois anglophones ont mis parquer les Amérindiens dans le Canada. Mais intérieurement, quand on regarde notre profonde identité, puis je regarde ma grand-mère et mon grand-père, il ne s'agit pas d'être métissé d'une façon génétique par le sang, mais c'est métissé par le territoire. Et ça, le métissage par le territoire, c'est aussi fort que le métissage sanguin. On ne le sait pas, dans le fond, si on est autochtone, à quel degré, là, on n'est pas pour s'embarquer dans le nombre de pourcentages. Mais notre appartenance au territoire fait de nous des métis.